Voilà, on a commencé l'enregistrement. Donc, je disais la dernière fois, on avait un peu vu ce qui se faisait comme différentes catégories d'évaluation de sécurité. Donc, on a parlé de conformité, de l'évaluation de vulnérabilité et du pentesting. Attendez, j'enlève ça. Ensuite, on avait vu un peu en détail c'est quoi l'audit de sécurité, c'est quoi l'évaluation de vulnérabilité, c'est quelles étaient les limites de l'évaluation de vulnérabilité. Ensuite, on s'est un peu intéressé aux tests d'intrusion. Donc, on avait dit qu'un pentest, c'est tout simplement une simulation des différentes méthodes qu'un intrus pourrait éventuellement utiliser pour garantir un accès non autorisé au système réseau. On avait vu aussi que dans le contexte d'un pentest, il y a certaines limites, notamment tout ce qui est ressources, disponibilité de temps, et tout ce qui a été spécifié dans le contrat qui lie le pentester avec le client. Et que généralement, la plus grande majorité des pirates suit la même méthodologie lors d'une attaque. Ce qui fait que dans un pentest, nous avons beaucoup plus un modèle standard à suivre et qu'il y a un écart généralement qui est estimé entre 10 à 15%. Donc, quand on parle, on a aussi essayé de parler du test d'intrusion, où on avait dit qu'un pentest généralement qui n'est pas effectué de manière professionnelle peut causer beaucoup plus de mal que de bien, notamment en matière de perturbation de la continuité de service. Et que quand on a affaire à un pentest, c'est beaucoup plus une évaluation globale de l'entreprise et que ça permettra de révéler les conséquences d'une attaque sur le réseau de l'entreprise. Alors, je me rappelle plus si on avait vu cette diapo ou pas encore. Si vous vous rappelez, vous pouvez parler. Parce que là, sincèrement, je ne me rappelle pas où est-ce qu'on s'était arrêté la dernière fois. Oui, on l'a vu. D'accord. Celle-là. Bah alors, Lazali dit oui, Chelouah dit non. Bon, Monsieur le 8A, c'était voilà le slide précédent. j'ai pas entendu. Vous pouvez répéter? Non, oui, c'était par rapport au slide précédent. On l'avait vu? Le Ok, slide précédent, oui. ok, d'accord. Donc là, on va essayer de comparer un peu les trois approches. Donc, on avait dit que dans un audit de sécurité, on ne fera que vérifier la conformité de l'organisme. Ça veut dire quoi? Est-ce que l'organisation ou l'organisme en question respecte un ensemble de politiques normalisées, que ce soit sa politique interne ou un standard international? Quand on fait l'évaluation de vulnérabilité, là par contre, on va se concentrer sur un autre aspect qui est la découverte de vulnérabilité dans le système d'information, sans essayer de fournir d'indications sur comment exploiter ces vulnérabilités ou bien sur les conséquences engendrées par l'exploitation de ces vulnérabilités. Par contre, dans les tests d'intrusion, ce qu'on appelle les pentests, là, ça va être beaucoup plus une approche structurée, méthodologique, dans laquelle on va faire de l'audit de sécurité et on va évaluer les vulnérabilités. Donc là, le but, c'est beaucoup plus de démontrer est-ce que les vulnérabilités qui ont été identifiées dans l'évaluation de vulnérabilité peuvent être exploitées par un attaquant ou non. Parce que vous aurez beau utiliser des scanners de vulnérabilité, de trouver des centaines de vulnérabilités, ça ne veut pas dire qu'il existe une centaine de techniques d'exploitation de ces vulnérabilités. Souvent, vous allez trouver des vulnérabilités non exploitables. Alors, quand on fait un pentest, généralement, qu'est-ce qu'on doit tester? Donc, d'abord, il faut savoir qu'on doit commencer toujours par une évaluation de risque avant d'effectuer un pentest. Pourquoi est-ce qu'on fait une évaluation des risques? C'est pour tout simplement savoir quels sont les volets ou bien quels sont les axes sur lesquels on veut concentrer ce pentest. Généralement, l'évaluation des risques n'est pas faite par le pentester, mais elle est faite beaucoup plus par l'organisation. Pourquoi? C'est elle qui va faire son évaluation de test, pardon, une évaluation de vulnérabilité.
C'est à l'issue de cette évaluation de vulnérabilité qu'elle va dire, moi, je veux faire par exemple un pentest relatif à mes serveurs web 2IS, FTP. Elle peut dire par exemple, je veux faire un pentest sur mes modules de e-commerce, etc. Donc, généralement, les risques principaux dans un organisme doivent se faire soit sur le matériel et le logiciel, ainsi que sur le réseau de sécurité. Il faut savoir aussi que généralement les points principaux sur lesquels on s'intéresse, c'est tout ce qui est en relation avec le e-commerce, la perte d'informations confidentielles, les systèmes Edge, donc généralement c'est les systèmes qui sont exposés au public, notamment les sites web, les gateways mail, les plateformes d'accès à distance, les serveurs de messagerie, les pare-feux, les politiques de mots de passe, les DNS, ainsi que les différents types de serveurs, et de manière plus spécifique, les serveurs FTP, 2IS et serveurs web. Ceci ne veut pas dire qu'on ne s'intéresse qu'à ces aspects-là, mais généralement, c'est les aspects qui attirent le plus d'intérêt. Maintenant, pour dire qu'un pentest est bon ou mauvais, d'abord, on se base sur un certain nombre de paramètres. On essaie d'abord de définir les paramètres du pentest. D'abord, quand on commence, quels sont les objectifs de ce pentest, quelles sont les limitations et comment chaque procédure a été justifiée. On vous dit qu'il est toujours obligatoire d'embaucher des professionnels qui soient qualifiés et expérimentés pour effectuer vos tests. Vous n'allez pas prendre la première personne qui va prétendre savoir faire 2 ou 3 tests. Vous devez choisir un ensemble de tests qui convient à la fois aux coûts générés et aux avantages. Donc, vous n'allez pas prendre des tests qui coûtent excessivement cher avec un minimum d'avantages. Donc, il faudra savoir faire une bonne alliance entre les deux. Et évidemment, vous devez suivre une méthodologie qui est planifiée de manière correcte et que vous devez documenter. Pourquoi on parle de documentation? Et là, on s'intéresse de manière très particulière à ce point, parce que vous devez documenter de manière détaillée vos résultats afin que le client puisse comprendre le message que vous voulez lui faire passer. Parce qu'il ne s'agit pas de faire 2 ou 3 captures d'écran pour dire voilà, j'ai exploité. N'oubliez jamais que vous avez affaire pas uniquement à des informaticiens. Et même si vous avez affaire à des informaticiens, vous pouvez avoir affaire à de mauvais informaticiens. Un mauvais informaticien, c'est tout simplement un informaticien, par exemple, qui s'y connaît uniquement en base de données. Vous sortez du domaine des bases de données, il ne connaît rien. On ne demande pas à un informaticien de tout maîtriser, mais d'avoir une connaissance générale en informatique. Donc, il faudra utiliser toujours un langage assez simple, documenter de manière détaillée vos différentes étapes afin que votre vis-à-vis puisse comprendre ce que vous faites. Et bien sûr, vous devez toujours commencer par énoncer les risques potentiels qui doivent vraiment figurer de manière assez visible sur le rapport. Parce que là, si vous n'énoncez pas les risques, votre client, pour lui, vous allez lui dire par exemple, voilà, vous avez telle vulnérabilité ou telle faille sur votre système, aussi grave soit-elle, s'il ne voit pas le risque encouru, pour lui, il ne risque absolument rien. Donc, on enchaîne sur les techniques de pentest. Donc, il faut savoir que généralement, quand on fait un pentest, il y a une certaine méthodologie à suivre qui est commune à l'ensemble des pentests. Donc, généralement, on commence par faire... Alors, cette méthodologie, il faut savoir qu'elle va suivre les approches standards d'une attaque. Donc, on commence toujours par faire une recherche passive pour récolter les informations qui concernent la configuration système de la cible. Par la suite, on essaiera de faire un monitoring open source. Donc, ça permettra tout simplement de prendre des mesures pour s'assurer de la confidentialité et de l'intégrité de l'organisme par rapport à l'organisme. Ensuite, on essaie de faire un mappage du réseau avec un fingerprint des systèmes d'exploitation. On essaiera de faire par la suite du spoofing, du scan réseau, des attaques par chevaux de Troie, des attaques par brute force, un scan de vulnérabilité et à la fin, on essaiera d'analyser le scénario. Il faut savoir que ces étapes ne sont pas obligatoires dans le sens où vous n'êtes pas obligé de faire toutes ces étapes,
et elles ne sont pas suffisantes, dans le sens où il y a beaucoup d'étapes qu'on n'a pas citées. Mais ce qu'on vient de citer ici, c'est beaucoup plus les étapes les plus communes et qu'on retrouve le plus souvent. Alors, quand on parle d'utilisation des noms de domaine et des adresses IP, il faut savoir que de manière générale, les données qui vont être relatives au réseau de votre cible et que vous allez récupérer de leur serveur DNS, vous pouvez les utiliser pour modéliser le réseau de cette organisation. Ça veut dire tout simplement que en faisant vos différents scans, vous allez pouvoir avoir une idée sur la structuration du réseau. Généralement, les blocs IP de l'organisation aussi peuvent être identifiés en cherchant les noms de domaine et les informations de contact personnels. Donc là, vous avez par exemple les bases de données Whois, vous avez d'autres bases de données sur Internet. En vous leur donnant des blocs d'adresse IP, ils vont vous dire ce bloc a été acheté par telle ou telle compagnie. On sait aussi que les enregistrements DNS peuvent fournir beaucoup d'informations concernant l'OS, les fonctionnements les applications qui fonctionnent sur le serveur, ainsi que les différents noms des contacts administratifs et techniques liés à ces noms de domaine. On peut aussi faire une énumération des informations à partir des autres qu'on va trouver et des réseaux publics disponibles. Alors, pour cela, vous pouvez utiliser des robots d'exploitation de site, ce qu'on appelle les spiders ou bien les crawlers, qui peuvent reproduire la totalité de votre site. Il faut savoir aussi que l'équipe de test, parce que généralement quand on parle de pen test, ce n'est jamais une seule personne, mais c'est toute une équipe qui va travailler là-dessus, peut aussi visualiser un diagramme détaillé du réseau qui est accessible de manière publique, grâce à certains outils, voire même essayer de récupérer l'information sur certains sites. L'énumération que vous allez faire peut être effectuée aussi en utilisant plusieurs outils de scan de port pour les protocoles IP, comme vous pouvez faire de l'écoute de port TCP UDP. Alors, il faut savoir que quand vous allez faire votre pentest, on parlera de trois phases. On parlera de la phase de pré-attaque, on parlera de la phase d'attaque et on parlera de la phase de post-attaque. Généralement, c'est les trois phases les plus importantes de votre pentest. Elles ne sont pas forcément toutes les trois techniques, mais elles ont autant d'importance l'une que l'autre. Nous allons commencer par la phase de pré-attaque. Alors, dans la phase de pré-attaque, nous allons faire ce qu'on appelle la définition des règles d'engagement. Alors, les règles d'engagement, c'est quoi? C'est tout simplement la permission formelle qui va vous être octroyée pour l'exécution d'un pentest. Alors, quand on parle d'autorisation formelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est à ce moment-là que votre client va vous dire oui, vous pouvez faire le pentest. Le mot formel ne veut pas dire que je vais vous le dire de manière verbale, mais tout simplement, il va être fait de manière écrite. Et la forme la plus formelle d'un document écrit ne peut être autre qu'un contrat. Ça veut dire, dans la phase de pré-attaque, c'est là que vous allez définir vos règles d'engagement sous forme de contrat. Alors, il faut savoir que les règles d'engagement sont un document très précieux pour un pentester. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on va vous définir une orientation de haut niveau. Pourquoi on parle de haut niveau? Parce que le contrat, vous n'allez pas le signer avec l'ingénieur qui va travailler avec vous, au cas où vous allez avoir un vis-à-vis un ingénieur, ni avec le directeur technique, ni avec le RSSI. Généralement, vous allez le signer avec ce qu'on appelle le top level. Donc, avec le big boss de l'entreprise ou bien avec son représentant. Donc, au moment de signer le contrat avec ce représentant, donc c'est lui qui va vous donner la stratégie de l'entreprise ou bien les limitations. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'orientation de haut niveau. Il faut savoir aussi que les règles d'engagement vont vous aider en tant que pentester à surmonter certaines restrictions légales et politiques. Pourquoi on parle de restrictions légales? Alors, on prend à titre d'exemple, dans la loi, il est interdit d'attaquer un système d'information. Par contre, si vous avez un contrat qui vous autorise à attaquer le système d'information
avec l'autorisation du client, vous allez pouvoir surmonter cette restriction légale. Pourquoi? Parce que vous avez un contrat entre les deux parties dans lequel il est clairement précisé que les deux parties, que l'autre partie vous autorise à pénétrer dans son système d'information à des buts d'évaluation, etc., etc. Alors, il faut savoir aussi que au niveau de ces règles d'engagement, il y a même la possibilité de définir les outils et les techniques de pentest autorisés. Pourquoi on vous dit qu'il y a possibilité de définir les outils de pentest et les techniques? Vous pouvez avoir quelqu'un qui va vous dire, voilà, moi je veux faire un pentest, vous pouvez tout faire. Seulement, je sais que Monsieur Messafer travaille chez moi, Monsieur Messafer parle beaucoup, donc ce n'est même pas la peine d'essayer de faire du social engineering avec lui. Donc, je vous interdis de faire du social engineering parce que je sais que mes employés, c'est des pipelettes. Donc, ils peuvent facilement divulguer tout type d'informations. Et là, c'est un problème que je vais traiter à part. Donc là, vous avez une interdiction formelle d'utiliser une technique de pentesting. Ou bien vous pouvez avoir affaire à quelqu'un d'autre qui va vous dire, je vous interdis de manière formelle de pénétrer dans mes locaux. Je sais que vous allez pouvoir le faire au cas où on vous autorise et que de l'intérieur, vous pouvez avoir beaucoup d'informations. Mais nous avons signé un contrat avec une entreprise de sécurité qui va se mettre en place incessamment. Elle ne s'est pas encore mise en place, donc il n'a pas mis ses équipements en place, donc on ne veut pas que vous essayiez de l'attaquer. Bon, vous pouvez, en tant que bon pentester, donner des arguments en disant pourquoi ne pas retarder le pentest jusqu'à ce que vous mettiez en place votre sécurité périmétrique, et là, ça nous permettra aussi de la tester. Le client peut aller en votre sens et accepter, comme il pourra refuser, en vous disant non, ça ne m'intéresse pas, ou bien pour moi, c'est une urgence de faire le pentest maintenant, la sécurité viendra par la suite. Donc là, il faut savoir que la phase de règle d'engagement est une phase de négociation, durant laquelle vous allez négocier avec votre client les différentes parties de votre contrat. En fait, si vous avez des questions, vous pouvez m'arrêter, hein. Je n'ai pas besoin de vous répéter ça à chaque fois. Donc, durant cette phase, c'est là que vous allez essayer de comprendre tous les besoins de votre client. Ça veut dire quoi comprendre tous les besoins de votre client? Ça veut dire que vous allez créer une checklist avec votre client pour voir quelles sont ses exigences de test. Qu'est-ce qu'il veut tester? Donc, vous allez définir aussi le laps de temps du test. Il a besoin des résultats en combien de temps? Est-ce qu'il a besoin des résultats en une semaine, en un mois, en 20 jours, en 2 heures? Et évidemment, c'est là qu'un pentester doit s'imposer et dire, désolé, je ne signerai pas de contrat où je ferai le pentest en 2 heures. Parce que vu votre système, c'est pas faisable. Aussi, le pentester ne doit pas être, comment dirais-je, trop laxiste avec le client, il ne doit pas être très exigeant aussi. Il ne va pas dire, ah non, moi, il faut 2 ans pour le faire. 2 ans, vous n'aurez pas de client. Et aussi, c'est là que vous allez identifier qui sera appliqué dans le reporting et la remise de documents. Pourquoi est-ce que ce point est important? Parce que dites-vous que vous allez faire des rapports, on verra par la suite combien de rapports vous allez faire, et vous devez les remettre à des personnes. Ces rapports vont contenir des informations ultra confidentielles. Je précise bien le mot ultra. Pourquoi? Parce que ce rapport ne contiendra pas seulement l'architecture, la topologie, ce que vous avez découvert, etc. Mais il contiendra en plus les vulnérabilités que possède le client, que lui-même ne connaît pas. Il contiendra aussi les techniques permettant d'exploiter ces vulnérabilités. C'est-à-dire, non seulement vous lui dites, voici ce que tu as comme données, voici les faiblesses que tu as, mais voici encore comment on peut exploiter ces faiblesses pour te pirater. Alors, imaginez qu'un document pareil tombe entre de mauvaises mains. C'est pour cela que pendant vos règles d'engagement, vous allez discuter avec votre client pour lui dire quelles sont les personnes de confiance auxquelles je dois remettre ce document. Donc, s'il vous précise une liste de personnes et qu'elle est définie par voie contractuelle, c'est-à-dire qu'elle est définie dans un contrat, vous êtes protégé quand vous remettez le document à ces personnes-là. Par contre, si il va vous dire, voilà, vous remettez le document au PDG, donc à moi-même,
et vous le remettez à mon DSI, vous le remettez à tel et tel ingénieur, et que sur le contrat, il ne met que le PDG, et que vous le remettez à l'une de ces personnes, ils peuvent vous attaquer en justice. Parce que seul le contrat écrit et signé entre les deux parties fait foi. Ce qui a été dit de manière verbale ne fera en aucun cas foi. Bon, là, vous avez par exemple un exemple d'item attesté, donc on verra par la suite. Alors, durant cette phase, c'est là que vous allez créer la checklist des besoins de test. Alors, généralement, pour créer la checklist, vous allez devoir poser un certain nombre de questions à votre client. À commencer par la question la plus simple, c'est avez-vous un standard ou une politique liée à la sécurité? Ben, vous allez faire un pen test à quelqu'un, il faudra bien savoir s'il respecte une politique ou un standard. Et là, tout dépend de sa réponse. S'il vous dit oui, vous allez lui poser la question, est-ce que voulez-vous qu'on la passe en revue? S'il vous dit non, ben, ça vous facilite la chose. Alors, qui peut me dire c'est quoi le passage en revue de la politique liée à la sécurité? Alors, Monsieur Djellolé, est-ce que vous avez une idée là-dessus? Peut-être, monsieur, que ça concerne le premier test qu'on a vu la dernière fois, j'ai oublié son nom. Oui, mais vous allez faire quoi Le concrètement? test de conformité, non? Non, ce n'est pas un test de conformité à ce niveau-là, Mazal. Ok, merci. Alors, Monsieur Touil, Madame Touil plutôt, Iman. J'avais vu Touil, j'ai pas vu Iman. Est-ce que vous avez une idée? Quand on vous dit le passage en revue d'une politique liée à la sécurité. Madame Touil une fois, Madame Touil deux fois, Mademoiselle Touil trois fois, adjugée vendue, absente. Ok. Monsieur Larbi. Enfin, monsieur ou madame, je ne me rappelle plus. Larbi. Bonjour monsieur. Bonjour, monsieur. Finalement, alors, à votre avis, c'est quoi le passage rendu d'une politique liée à la sécurité? D'après qu'est-ce que c'est écrit, donc je pense c'est la révision de compte à la non, c'est la révision La révision de quoi? de la politique de sécurité euh, dans le cas où une entreprise indépendante Et comment on fera ça? pour l'améliorer et donner des conseils. Yani. D'accord. Ok, merci, monsieur Larbi. De rien monsieur. Alors, on posera la question une dernière fois pour mademoiselle Lazali. Lazali, Je alors, sais pas, monsieur. attendez, monsieur, vous savez pas. Blackel. Alors, votre camarade avait dit, prononcé un mot, il a dit c'est la révision de la politique. À votre avis, quand on parle de révision d'une politique, comment se fait la révision d'une politique? Est-ce que ça veut dire qu'on va vérifier la conformité? Est-ce que ça veut dire qu'on va faire une étude documentaire uniquement? Ou c'est autre chose? Euh, je sais pas. D'accord, y a pas de problème. Alors, il faut savoir quand on parle de révision ou de passage en revue d'une politique, ça veut dire tout simplement une étude documentaire. Ça veut dire que vous demandez à ce qu'on vous donne la politique de sécurité que vous allez étudier pour dire est-ce que cette politique respecte les standards les plus connus et les plus utilisés, ou bien est-ce qu'elle est en contradiction avec les standards, ou bien est-ce qu'elle respecte les exigences minimales de sécurité, est-ce qu'elle a une couverture complète ou non, est-ce qu'elle traite de tous les aspects nécessaires, ou bien est-ce qu'il y a des aspects qu'elle a négligés. Voilà grosso modo ce qu'on entend par passage en revue d'une politique de sécurité. Maria, vous êtes là? Oui, monsieur. Alors, ma question est la suivante. Vous voyez que le passage en revue de la sécurité, c'est la première étape qu'on va faire. On est d'accord? Mhm. Euh,
que, a priori, nous n'avons encore rien fait en matière de pentest. Ça veut dire nous n'avons pas fait de la découverte, nous n'avons pas exploré, nous n'avons pas fait de recherche passive, nous n'avons vraiment rien fait. Est-ce qu'on peut faire un passage en revue d'une politique sans rien connaître de l'organisation? Euh, Normalement, oui. Comment? Expliquez-moi. Donc, le passage en revue, ça reste théorique. Ils vont nous dire qu'on fait ceci, on fait cela, etc. Après, on va vérifier est-ce que vraiment ils ont appliqué la politique ou non. Non, vous n'avez pas vraiment compris le sens de ma question. Le sens de ma question, c'est en termes de couverture. Généralement, quand on fait un passage en revue d'une politique de sécurité, et on dit est-ce que la politique assure une couverture totale ou partielle? Le terme couverture, ça veut dire quoi? Ça veut dire est-ce qu'il touche à tous les aspects liés à la sécurité ou il en néglige certains? Je vous donne un exemple très simple. Vous avez affaire à une politique de sécurité, mais qui ne traite pas, par exemple, des aspects liés aux transactions de e-commerce. Pour certaines entreprises, vous allez dire que cette politique a une couverture totale. Avec d'autres, vous allez dire qu'elle a une couverture partielle. Pourquoi? Parce que l'entreprise fait du e-commerce, mais que la politique ne traite pas de ces aspects-là. D'où ma question. Est-ce qu'on peut traiter de la couverture d'une politique liée à la sécurité à ce niveau-là? Oui, Comment vous allez faire? Si vous n'avez fait aucune recherche sur l'entreprise. sûrement qu'il y a quelqu'un qui va m'accompagner et m'expliquer. Non, pas forcément. Donc, je sais pas. Alors, il faut savoir que généralement, dans l'absolu, quand vous allez négocier avec quelqu'un, est-ce que vous vous renseignez sur la personne avant de négocier avec elle ou non? On pose la question à mademoiselle Chelouar, tiens. Donc, avant de négocier avec quelqu'un, la moindre des choses, c'est de chercher un minimum de renseignements sur la personne. Même chose avec une entreprise. Avant de négocier avec une entreprise, vous allez chercher à avoir un minimum de renseignements sur cette entreprise. N'oubliez pas aussi un autre détail. Ce n'est pas maintenant que vous allez faire cette étude de la politique de sécurité. Là, vous ne faites que définir une checklist de ce que vous allez faire. Donc là, le fait de dire oui, on va faire le passage en revue ne veut pas dire que vous allez le faire maintenant. Ce passage en revue, vous n'allez le faire qu'une fois que vous allez commencer votre pentest. Ça veut dire que c'est par la suite que vous allez vous organiser. Et dans les phases du pentest, nous avons la phase d'exploration, découverte, etc. Donc ça veut dire que plus tard, vous allez le faire et que vous pouvez faire ce test de couverture. N'oubliez pas que vous avez encore plein de questions que vous allez poser à l'entreprise. Là, par exemple, la deuxième question, vous allez lui dire quelle est la disposition du réseau. Est-ce qu'il y a des segments, en segment, est-ce qu'il y a une DMZ, est-ce qu'il y a un IDS, est-ce qu'il y a un IPS, etc. Vous allez lui poser d'autres questions du style, est-ce que l'organisation du client a besoin qu'on analyse sa présence sur Internet? Vous allez vérifier, est-ce que l'organisation a besoin de l'évaluation de la sécurité physique? Est-ce que la configuration des adresses IP pour les connexions réseau internes et externes? Est-ce que vous pouvez me la donner? Est-ce que l'organisation a besoin d'un pentest pour les hôtes individuels? Est-ce que l'organisation a besoin de faire un pentest pour les équipements connectés, par exemple que les routeurs, les switches, etc. Combien d'équipements connectés existent-ils sur le réseau de l'entreprise? La question que je vous pose, est-ce que vous pensez que le client va répondre à toutes ces questions? Monsieur Messafer. Messafer une fois. Messafer deux fois. Messafer trois fois. Alors, le délégué n'est pas là. C'est la meilleure. Mademoiselle Agoun. Gemouma. Oui, monsieur. Alors, est-ce que vous pensez que le client va répondre à toutes ces questions? Euh, oui, on fait d'abord une réunion avec le client Oui, avant de commencer le pentest. oui, ça c'est la réunion. Là, vous êtes en pleine réunion avec votre client.
Ma question est, Oui, là on est en pleine réunion, est-ce qu'il va répondre forcément à toutes ces questions? si, si c'est dans le cadre du pentest, ça veut dire que je dois savoir quels sont les routeurs que je dois pentester et quels sont les équipes. Voilà, donc il doit répondre. D'accord. Alors, il faut savoir que pas forcément. À vrai dire, le client ne répondra pas forcément à toutes ces questions. Maintenant, pourquoi? Est-ce que le client ne répondra pas forcément à toutes ces questions? On prend une question, la question numéro 2. Quelle est la disposition du réseau? Segment, DMZ, IDS, IPS, etc. Votre client peut vous dire, non, je ne réponds pas à cette question. Moi, je veux un pentest en black box. C'est à vous de découvrir quels sont les segments que j'ai. Je n'ai pas à vous le donner. Tout simplement. Je ne réponds pas. Parce que tout simplement, je veux que vous vous mettiez dans la peau d'un pirate. Le pirate, il ne va pas venir me dire est-ce que vous avez un IPS, est-ce que vous avez un IDS, etc. Par exemple, à la question est-ce que vous voulez qu'on analyse votre présence sur Internet, il peut vous dire oui, comme il peut vous dire non. La sécurité physique, il peut vous dire oui, ou comme il peut vous dire non. La question numéro 5, qui parle de la configuration des adresses IP pour les connexions réseau interne ou externe, il peut vous dire je ne vous les donne pas. Tout simplement. C'est à vous de les trouver. Moi, le but de mon pentest, je vous donne uniquement le nom de mon entreprise. Je ne donne aucune autre information. À vous de trouver ma présence sur Internet, à vous de trouver quels sont mes points d'entrée, quels sont mes points de sortie. Ou bien vous pouvez avoir affaire à un client qui va vous dire non, moi je vous donne mon adresse IP publique, une adresse IP publique, à vous de retrouver les autres adresses IP publiques. Comme vous pouvez avoir un client qui va vous donner une liste d'adresses IP publiques et il va vous dire, en dehors de ces adresses IP publiques, vous n'êtes pas autorisé à pentester les autres adresses pour des raisons qui lui sont propres. C'est pour ça que je vous dis, tout dépend. Rappelez-vous quand on a vu les différents types de pentest, black box, white box, gray box, etc. C'est là qu'on va définir dans quel type de pentest on est. Et ceci ne sera défini qu'en fonction des réponses qui seront fournies par le client. Parce que le client, lui, il ne connaît pas la notion de black box, gray box, forcément. Peut-être qu'il n'en a même jamais entendu parler. Mais lui, il sait ce qu'il veut. Il sait, par exemple, qu'il veut vous donner le maximum d'informations pour que le pentest soit plus simple pour optimiser votre recherche. Et là, vous allez vous dire, tiens, on est finalement dans un white box. J'ai toutes les informations. Ou bien, vous pouvez avoir affaire à un client qui va vous donner certaines informations. Là, vous allez dire, bon, on est dans le cas d'une gray box. Ou bien un client qui vous dit rien, à toutes les réponses, je ne sais pas, je ne dis pas. Et à la fin, il va vous dire, ben, vous avez le nom d'entreprise, débrouillez-vous. Là, vous allez dire, ça, on est dans le cas d'une black box. Alors, pour les contrôles, donc il y a d'autres questions que vous allez poser à votre client pour définir votre checklist. Alors, vous avez d'autres questions à lui poser. Par exemple, vous pouvez lui dire quels sont les contrôles de sécurité déployés sur le réseau de l'organisation. Est-ce que l'organisation a besoin d'évaluer son réseau Wi-Fi? Est-ce que l'organisation a besoin d'évaluer les équipements analogiques sur le réseau? Parce que là, certaines entreprises, vous allez avoir une partie numérique et une partie analogique. Est-ce que vous avez des effectifs mobiles? Si oui, est-ce qu'on est amené à faire de l'évaluation de la sécurité mobile? Quelles sont les applications et les serveurs web offerts à vos clients? Offerts à vos clients, ça ne veut pas dire qu'ils sont forcément déployés chez comment dirais-je, sur ces serveurs, mais certains peuvent être déployés auprès des clients. Et là, la question qui va être posée, est-ce qu'on est autorisé d'aller auditer en passant par vos clients? Est-ce que l'organisation a besoin d'évaluer son infrastructure web? Quels sont les OS, les postes de travail déployés? Donc tout ça, c'est des questions que vous devez obligatoirement poser à votre client. Alors, il faut savoir que ces 15 questions sont obligatoires pour définir votre checklist. Oui. Monsieur, s'il Oui. vous plaît. La politique de sécurité, est-ce qu'elle contient des informations, si on peut dire, techniques, par exemple l'emplacement, les pare-feux,
les routeurs ils doivent être dans cette zone ou bien dans l'autre. Je sais pas ce que c'est standard ou bien c'est appliqué à l'entreprise. يعني Alors, il faut savoir que généralement, dans une politique de sécurité, on ne définit pas forcément les emplacements exacts des équipements de sécurité. Quand je dis qu'on ne définit pas les emplacements exacts, donc tout dépend de la norme qui a été utilisée par l'entreprise pour définir sa politique de sécurité. Maintenant, même dans une politique de sécurité, vous pouvez avoir la version soft, light, comme vous pouvez avoir la version détaillée de la politique de sécurité. Donc, tout dépend de ce qu'ils vont vous donner aussi. Vous pouvez avoir des politiques de sécurité dans lesquelles vous allez avoir des obligations de déploiement d'un pare-feu Edge au niveau du réseau. Point. Sans trop rentrer dans les détails, où est le point Edge, où est la frontière. Vous allez avoir par exemple dans une politique où on va vous dire le réseau est segmenté en quatre parties. Ou bien carrément le réseau est segmenté en nombre de segments équivalent au nombre de départements de l'entreprise. Les segments sont séparés entre eux par des équipements de filtration. Sans définir la nature de ces équipements de filtration. Ça peut être un routeur. Un routeur, ça filtre aussi. En termes de routage, ça peut être un pare-feu. Donc, tout dépend du niveau d'abstraction de la politique. Comment est-ce qu'elle a été faite par l'entreprise? En tous les cas, ne vous inquiétez pas, on aura une partie où on parlera en détail des politiques de sécurité. Parce que, monsieur, le problème, c'est que le cas où avec le responsable de sécurité sera limogé ou quoi que ce soit, donc le prochain qui va bien, il va trouver des difficultés pour connaître l'implémentation de la politique de sécurité au niveau de l'entreprise. Donc, pour cela, est-ce que normalement la politique de sécurité elle doit normalement contenir des petits détails ou bien non? Alors, il faut savoir que quand on parle de documentation d'un réseau, la politique de sécurité n'est pas le seul document qui existe. La politique de sécurité est faite pour définir la stratégie et l'approche de sécurité. Maintenant, vous allez avoir d'autres documents relatifs à chaque partie du réseau qui vont documenter les implémentations. Par exemple, vous allez avoir la politique du pare-feu qui est un document wahdo, qui va définir son adresse IP, les ports ouverts, les ports fermés, le flux d'informations. Vous allez avoir les schémas logiques, par exemple, du réseau. Vous allez avoir les schémas physiques du réseau. C'est d'autres documents qui n'ont rien à voir avec la politique de sécurité, qui, eux, définissent d'autres paramètres qui sont propres au réseau, à ce qui est implémenté dans le réseau de l'entreprise. D'accord? Donc, ne vous limitez pas à la politique de sécurité comme étant le document qui doit tout contenir. Parce que dans une documentation d'entreprise, vous allez avoir des classeurs et des classeurs. Donc, s'il y a un changement, et n'oubliez pas un détail, c'est quand il y a un changement, par exemple, un RSSI va quitter ou bien un responsable réseau ou autre, quand le nouveau va venir, il faut savoir qu'il y a toujours ce qu'on appelle une passation de consigne. La passation de consigne, ça veut dire quoi? C'est un document signé entre l'ancien et le nouveau, dans lequel il te bloque, voilà, je vous ai remis tel document, tel document, tel document, telle information, etc. Et les deux doivent signer, le partant parce qu'il a remis, et le nouveau parce qu'il a récupéré. D'accord, merci, monsieur. Je vous en prie. Alors, toujours dans la phase de pré-attaque, donc une fois que vous avez répondu aux différentes questions pour établir votre checklist, il va falloir définir la portée de votre test. Alors, quand on parle de portée de pentest, donc là, c'est là que vous allez définir ce qu'on devait tester et comment le tester. Donc là, il va falloir le formaliser de manière très claire. Donc, les composants du pentest vont dépendre d'abord de l'environnement opérationnel de votre client, de lui, comment est-ce qu'il voit les choses, des besoins de sécurité et de conformité, des règles d'engagement que vous avez vues précédemment et surtout d'un élément très important, du budget alloué. Parce que vous pouvez avoir affaire à un client qui va vous demander de faire monter merveille, donc de faire tout ce que vous lui dites. Oui, je veux. Quitte le budget, collègue a 100 000 dinars. Donc, le budget n'est pas suffisant pour faire 1/10 de ce qu'il a demandé. Et là, c'est là que vont commencer les négociations.
Et c'est là que vous allez lui expliquer que son budget ne suffira pas à tout faire. Donc, il va falloir prioriser. Quelles sont les choses qu'on va garder? Quelles sont les choses qu'on va supprimer? Et pourquoi on va les supprimer? Et si on les supprime, quel sera l'impact? Votre but n'est pas forcément d'augmenter le budget, parce qu'un budget d'un client, des fois, il est limité. Donc, même lui, s'il veut l'augmenter, il ne peut pas le faire. Mais si vous êtes logique dans votre explication, si vous êtes convaincant, il pourra faire l'effort lui-même, s'il a les budgets, les fonds nécessaires, d'augmenter ce budget. Mais le fait de dire non, il faut pour la phase 1, je m'arrête sur la phase 1, ça n'aura même pas de sens. Par contre, faire une dichotomie cohérente de votre processus de test en disant par rapport à ce budget, voilà ce qu'on va faire. On va commencer par telle étape, on fera ceci dans telle étape, etc. pour aboutir à un rapport cohérent, mais qui ne couvrira que tels aspects de la sécurité. Par contre, pour les autres aspects, il va vous falloir un autre pentest, etc. Là, c'est beaucoup plus raisonnable. Alors, généralement, la phase de pré-attaque est une phase qui va se concrétiser par deux choses. La première chose, c'est la signature du contrat. Alors, il faut savoir que généralement, les contrats sont rédigés par des avocats. Et ils vont être signés par le pentester et le client. Quand on parle de rédiger par des avocats, ça c'est dans le meilleur des mondes. Ça veut dire que vous avez affaire à une multinationale qui a son service juridique, qui va faire des clauses juridiques bien ficelées, bien faites, etc. En Algérie, quand il y a des contrats, s'ils sont rédigés par vous, par le client, par l'abdli le client, qui n'est pas forcément juriste et qui ne connaît rien en droit, mais pour lui, donc il a des articles. Donc là, il va falloir batailler dur, il va falloir négocier, il va falloir modifier des articles pour essayer de vous protéger au maximum. Parce que même si le client a un cabinet d'avocats derrière lui, il ne cherchera pas à vous protéger, il va chercher à vous entuber. Il va essayer de mettre toute la responsabilité sur votre dos. Toutes les erreurs, c'est vous qui devez payer. C'est de bonne guerre. Chacun a pour objectif de se protéger. Vous devez être assez malin pour essayer arriver à déceler tous les pièges qui peuvent éventuellement exister dans ce modèle de contrat qu'on vous a remis. Pour pouvoir remettre en cause certaines parties qui ne vous conviennent pas, rajouter des choses dans votre intérêt que le client ne voudra pas que vous rajoutiez, etc. Alors, il faut savoir de quoi sera composé un contrat de pentest. D'abord, vous allez avoir ce qu'on appelle les clauses de non-divulgation. C'est les clauses par lesquelles les deux parties s'engagent à garder le secret sur certaines choses. Ils seront bien sûr définis dans le contrat. Ensuite, il va y avoir les objectifs du pentest. Pourquoi est-ce qu'on fait ce pentest? En troisième lieu, il va y avoir ce qu'on appelle les frais et le planning du projet. Oui, comme tout projet, même un pentest doit avoir un planning. Dans le planning, vous allez avoir la durée du pentest. Ce pentest va commencer tel jour à telle heure, il se terminera tel jour à telle heure. Dans ce pentest, phase 1, voilà ce qu'on va faire de tel jour à tel jour. Phase 2, voilà ce qu'on va faire de tel jour à tel jour. Phase 3, de tel jour à tel jour. Les tests seront faits de telle heure à telle heure, etc. Et toutes ces informations sont négociables avec le client. Si le client vous dit, moi je veux que les tests soient faits de 23h à 5h du matin, vous ne pouvez plus faire des tests à 2h de l'après-midi. Tout simplement, pour des raisons qui sont propres au client, il ne veut pas que vous touchiez à ce système la journée. Ensuite, il va y avoir la définition des informations sensibles. C'est quoi l'information sensible? C'est quoi l'information confidentielle? C'est quoi les clauses d'indemnisation? Ça veut dire dans quel cas vous devez indemniser le client. Donc vous allez payer le client. Et comment le client va vous rémunérer? Donc combien il va vous payer, selon quelles conditions, quelle manière, quel est le délai de paiement, etc. Et bien sûr, le dernier point, c'est ce qu'on appelle les rapports et responsabilités. Les rapports, ça veut dire quoi? Vous allez lui remettre quoi comme rapport?
que doit contenir ce rapport? Est-ce qu'il y en aura un ou plusieurs? Est-ce qu'il va y avoir des réunions entre vous ou le client? Est-ce qu'il y a des points d'information? Est-ce qu'il y a des points de contact? Et bien sûr, les responsabilités. Qui est responsable de quoi durant ce projet? Parce qu'on considère que le pentest est un projet entre vous et votre client. Voilà un peu ce que va contenir votre contrat. Et cette phase va se concrétiser par la signature de ce contrat. Toujours dans la phase de pré-attaque. Bon. Ça marche pas. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle un NDA. Alors, il faut savoir que le NDA, c'est un terme anglais pour dire Non-Divulgation Act, ou bien un accord de confidentialité en français, et de non-divulgation. Alors, généralement, vous avez vu que dans le contrat, la première des choses, c'est ce qu'on appelle les clauses de non-divulgation. Donc, maintenant, il y a deux approches. Il y a certains clients, qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Ils vont vous dire, nous, on va mettre dans le contrat un ou deux articles sur la non-divulgation, et on va dire dans le contrat qu'il y a un accord, un NDA qu'on doit signer et qui est référencé dans le contrat. Pourquoi est-ce qu'on va le référencer dans le contrat? Parce que le fait de parler de ce NDA dans le contrat fera en sorte que le NDA soit partie prenante du contrat. Ça veut dire qu'il est intégré à ce contrat, qu'il devient un document contractuel qui est imposable aux deux parties. Vous allez avoir d'autres types de clients qui vont vous dire, nous, on ne va pas s'amuser à faire plusieurs documents, donc les clauses de confidentialité, on va les mettre dans le contrat. Donc, vous allez avoir un chapitre dans le contrat qui va parler de la confidentialité qui est assez volumineux. Voilà un peu les deux approches qui se posent. Maintenant, l'approche la plus standard, là, vous la trouverez chez les grandes entreprises, c'est d'avoir un NDA. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà un NDA type qu'ils font signer à tous leurs prestataires, à toutes les personnes avec qui ils travaillent. Donc, ils ne se cassent pas la tête. C'est le même modèle qu'ils reproduisent avec tout le monde. Donc, c'est à vous de le voir, de l'analyser, de dire est-ce que ça vous convient, ça vous convient pas, est-ce qu'ils vous protègent vous aussi, parce que souvent vous allez avoir qu'eux sont ultra protégés, mais que vous, line up, tout simplement. Monsieur, Oui, le pentest, normalement, ils doivent pas avoir l'accès aux bases de données dans les entreprises. alors, Quel que soit. alors, à vrai dire, pourquoi? Parce que si vous arrivez à trouver une vulnérabilité, à réaliser un exploit et à accéder à la base de données, vous avez la possibilité de la copier. Oui, dans ce cas, mais. Donc, ça concerne le cas. Oui, mais il n'y a pas que ça. Attendez, il n'y a pas que ça comme information confidentielle. Vous savez, je vous donne un exemple. Le rapport d'audit de pentest est considéré comme un document confidentiel. Pourquoi? Imaginons on va prendre un cas très simple. Vous avez deux laboratoires médicaux qui sont concurrents. Vous allez faire le pentest pour l'un des deux laboratoires. Vous allez trouver une vulnérabilité. Vous allez pouvoir facilement aller chez l'autre laboratoire en lui disant, voilà, il y a telle vulnérabilité chez vos concurrents. Avec telle vulnérabilité, vous allez pouvoir accéder à leurs données de recherche. Vous me payez combien pour vous la donner? S'il n'y a pas de NDA, s'il n'y a pas de contrat qui protège votre client, qui vous empêche de faire ça? Personne. Alors, monsieur Larbi, Oui, monsieur, personne. rien ne vous empêche de le faire. Oui. Ça, ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. Et je peux vous citer plein d'autres exemples sur des informations qui sont confidentielles que vous allez trouver chez votre client. Je vous donne un exemple. Vous êtes en train de faire le pentest, vous avez le nom des chercheurs du client. Et vous avez aussi accès à leur grille de salaire. Rien ne vous empêche de vendre l'information à un concurrent. En lui disant, vous payez vos chercheurs tant, lui, il les paye tant. Offrez-leur le même salaire que vous donnez à vos chercheurs, ils viendront chez vous. Et j'en passe. Hein. Toute information que vous pouvez trouver chez le client peut être réputée confidentielle. C'est pour cela, si vous avez remarqué au début, dans le contrat, il y a deux rubriques. Une rubrique dans laquelle on définit c'est quoi l'information sensible et une rubrique dans laquelle on définit c'est quoi l'information confidentielle. Car il ne s'agit pas qu'il y ait un abus de la part de l'une des deux parties qui va considérer que tout est confidentiel.
Car il y a beaucoup de choses qui ne le sont pas. D'accord, merci, monsieur. Je t'en prie. Alors, quand on parlait du NDA, donc on disait que le pentester devra signer un NDA qui garantit que toutes les données de l'entreprise seront traitées de manière confidentielle. Le NDA va protéger aussi le testeur contre toute responsabilité légale en cas d'accident aussi pendant le test, parce que là, vous devez vous protéger. Et il faut savoir aussi que l'accord va être conçu pour être utilisé par les deux parties, pour la protection des données sensibles des deux parties. La question que je vous pose, par exemple, quelles sont les données sensibles que le pentester va vouloir protéger? Alors, qui peut... Alors, monsieur Déragé. Bonjour monsieur. Bonjour. Selon vous, qu'est-ce que le pentester va vouloir protéger? Il faut bien comprendre la question. Alors, depuis tout à l'heure, on parle de NDA, ce qu'on appelle le Non-Divulgation Act. On a dit qu'il va être signé par le pentester et qu'il va être signé par le client. Le client, c'est clair, ce qu'il va essayer de protéger, c'est les informations confidentielles dont il dispose, notamment le contenu de ses bases de données, les vulnérabilités que vous allez découvrir chez lui, etc. Maintenant, le pentester, qu'est-ce qu'il va vouloir protéger comme information? Ses informations professionnelles, son salaire. Par et, exemple, lui-même. son salaire. Mais il n'a pas de salaire. C'est un contrat dans lequel il est payé, tout simplement. C'est une rémunération. La valeur. En quoi c'est confidentiel? C'est-à-dire, d'exemple, par exemple, il peut se protéger des clauses. Il peut protéger, mais si juste protéger quelque chose. Non, justement. Ma question, elle est très simple. Quelle est l'information qu'il va vouloir protéger? Les techniques, les noms de son email. Voilà. C'est tout à fait ça. C'est les techniques qu'il va utiliser. Il faut savoir que à votre stade actuellement, vous utilisez des techniques standards. Donc, vous utilisez des approches standards que vous allez trouver sur Internet ou autre. Les pentesters, avec de l'expérience, chacun va développer ses propres techniques. Certains vont même développer leurs propres outils. Certains vont développer leurs propres exploits. Lorsque vous allez faire votre rapport de test, vous allez détailler ces exploits. Vous allez détailler ces techniques. Probablement, vous serez même amené à remettre des choses à votre client. Qu'est-ce qui vous garantit que votre client ne va pas les mettre sur Internet? Qu'est-ce qui vous garantit que votre client ne va pas les donner à d'autres personnes qui vont les utiliser? Et donc là, vous allez protéger votre savoir-faire en quelque sorte. Ça, c'est l'une des choses que le pentester sera amené à protéger. Les autres, ce sera à vous de les découvrir en TP. Alors, donc, on avait dit que dans la phase de pré-attaque, il va y avoir la signature d'un accord de confidentialité et de non-divulgation. Donc, les deux parties porteront la responsabilité de protéger les outils, les techniques, les vulnérabilités et les informations de la divulgation conformément aux différents termes qui ont été spécifiés dans le NDA. Donc, c'est là qu'il va falloir faire très, très attention. Pourquoi il va falloir faire très attention? Pour pouvoir protéger ce que vous voulez protéger chez vous. Car vous avez souvent tendance à laisser le client se surprotéger en négligeant des points très cruciaux qui peuvent vraiment vous porter préjudice. Il faut savoir que les NDA doivent être clairs et précis. Et ils doivent définir les documents sensibles de manière très claire et très précise aussi. Parce que c'est des documents juridiques qui ne laissent pas place à l'interprétation. Ça veut dire, vous ne pouvez pas dire, j'ai écrit ça, mais réellement je voulais dire ça, donc je peux interpréter tel article comme tel. Le jour où il va y avoir un problème entre vous deux, ce n'est pas vous deux qui allez trancher, c'est un juge qui va trancher. Ça veut dire que ces documents exposent les deux parties à des poursuites judiciaires. Et un juge ne va pas essayer de savoir, voilà, par exemple, Zakaria qui signe, voilà, le juge est carré. Il va lire la phrase veut dire ça, point.
Mais il n'essaiera pas de comprendre parce que Zakaria est informaticien, donc il a compris que ceci veut dire cela. Non, c'est pas écrit noir sur blanc. Il faut savoir qu'il y a aussi des domaines très particuliers que vous devez prendre en considération. C'est ce qu'on appelle la propriété. Donc, qui est propriétaire de quoi? Pourquoi est-ce qu'on parle de propriété? Ça veut dire que le fait d'avoir utilisé un exploit est détaillé. Est-ce qu'il y a eu un transfert de propriété? Ça veut dire, est-ce que l'exploit devient la propriété du client? Est-ce que je vous ai vendu l'exploit? Ou bien uniquement c'est un but démonstratif? Ça veut dire que vous pouvez voir sans pouvoir l'utiliser. Il n'y a pas de transfert de propriété. Là, c'est très important à définir. Parce que imaginez que le client vous glisse quelque part la phrase « le client devient propriétaire de tout ce qui lui est remis », ça veut dire que vous avez tout perdu. Les exploits que vous avez mis dans le rapport, les techniques que vous avez utilisées, tout lui appartiendra une fois le contrat signé. Donc faites très attention à ces petits mots que des cabinets d'avocats peuvent facilement vous glisser dans le contrat. Il y a aussi l'utilisation des rapports d'évaluation. Il faut préciser très clairement à quoi ils seront utilisés. Est-ce qu'ils vont être utilisés pour des démonstrations publiques? Est-ce qu'ils vont être utilisés dans leur rapport annuel pour publication? Donc, il faudra vous-même préciser dans cette partie que les rapports ne seront utilisés, par exemple, qu'à but d'amélioration de la sécurité pour un usage strictement interne. Déjà, le méfait de mettre à un usage strictement interne, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas le présenter à toute personne extérieure à leur entreprise, à titre d'exemple. Il y a aussi les résultats, donc l'utilisation de votre méthodologie de test, etc. Généralement, souvent, lorsqu'on aborde cette partie, les étudiants posent la question suivante: Monsieur, mais dans ce cas-là, pourquoi les avocats existent? On ne peut pas faire appel à un cabinet d'avocats et donner un contrat. Alors, qui peut me répondre à ça? Alors, à qui on n'a pas parlé? C'est Draya, vous êtes là? Oui, monsieur. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas... La question est la suivante. Depuis tout à l'heure, on parle de NDA, on parle de contrat. Vous êtes informaticien. Pourquoi vous vous cassez la tête à étudier ça? Allez mettre un avocat et de bagasso au khlas. Peut-être qu'il ne peut pas connaître les risques qu'on peut engendrer en tant qu'informaticien. C'est exactement ça. Il faut savoir qu'un avocat va vous donner un contrat type, donc un contrat généraliste. Dans d'autres pays, vous allez avoir ce qu'on appelle des avocats spécialisés en TIC, ou bien des avocats spécialisés en informatique. Généralement, ce type d'avocats, c'est des gens qui ont fait informatique comme vous. Une fois qu'ils ont eu leur diplôme d'informatique, ils ont fait une maîtrise de droit. Ça veut dire qu'ils ont maîtrisé le domaine informatique. Ensuite, ils ont appris les lois pour avoir ce qu'on appelle une maîtrise de droit, pour pouvoir faire avocat spécialisé en TIC. Malheureusement, en Algérie, ça n'existe presque pas. Et même dans ce cas, vous allez avoir un problème avec eux, c'est que c'est des gens qui ont fait informatique générale, donc ils ont fait leur master, ou là ils ont fait une licence, ou là ils ont fait... Des fois, ils s'arrêtent au niveau de la licence. Donc ils n'ont pas déjà le bagage intellectuel nécessaire, ils n'ont presque jamais travaillé dans le domaine. Du fait qu'ils n'ont pas travaillé dans le domaine, ça veut dire tout simplement qu'ils ont des connaissances très générales en informatique. Donc ils ne maîtrisent pas le domaine autant que vous, ils ne maîtrisent pas le risque autant que vous, mais certes, ils peuvent vous assister dans la rédaction. Mais si vous ne maîtrisez pas tous ces aspects par vous-même, vous ne pouvez pas les orienter, les guider pour prendre le risque dans toute sa grandeur. Parce que vous connaissez votre métier, vous savez ce que vous risquez. Eux, par contre, ce qu'ils peuvent vous apporter, c'est ce qu'on appelle la rédaction juridique. Comment rédiger telle ou telle chose. Donc, vous lui donnez l'idée, lui, il va vous faire la rédaction. Lui, par exemple, lorsqu'il va écrire l'article, il saura faire référence à quel article de loi. Par exemple, il va vous dire si, voilà, telle information est protégée, toute infraction à telle protection entraînera l'application de tel article du code pénal. Vous ne saurez même pas rajouter la deuxième partie de la phrase. Mais lui ne saura pas écrire la première partie. Voilà pourquoi les sociétés spécialisées font appel à des cabinets d'avocats avec lesquels ils vont travailler très longtemps
avant de sortir avec un modèle de contrat type. Alors, ce qu'on disait tout à l'heure, on avait fini ce dia. Alors, dans la phase de pré-attaque, une fois qu'on a fini, donc qu'on a signé le contrat, qu'on a signé le NDA, ça veut dire que c'est bon. Juridiquement, on est protégé. Légalement, on est autorisé à faire le travail. On a le maximum d'informations qu'on doit avoir de chez notre client. Donc, le maximum d'informations, c'est quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je ne dois pas faire? Quel est mon périmètre? Etc. Donc, tout ça, on le sait. Donc là, on peut commencer à faire la récolte d'informations. La récolte d'informations, c'est quoi? Vous l'avez déjà vu, c'est la récolte passive, la récolte active, reconnaissance, etc. Donc, vous allez essayer de récolter le maximum d'informations concernant votre cible. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je pense que vous avez vu ça l'année passée. Ce que vous allez faire à partir de sources publiques pour la reconnaissance passive. La reconnaissance active, c'est directement faire des visites sur site si vous êtes autorisé, le social engineering, les interviews, le scan, etc. Donc, toujours dans la phase de pré-attaque, c'est là que vous allez faire ce qu'on appelle le competitive intelligence, du network information registration, tout ce qui est operating system and users information, analog connection, physical and logical location of the organization, etc. Donc, c'est toute la phase de récolte d'informations propres à votre client. Une fois que vous avez terminé la phase de pré-attaque, c'est là, pour répondre à ce qu'on disait tout à l'heure avec Maria, c'est là que vous allez pouvoir analyser le document qui vous a été remis par rapport à la politique de sécurité. Donc, vous vous rappelez au départ, lorsqu'on faisait la checklist, alors, c'était où déjà? Voilà. Quand vous lui posez la première question, avez-vous un standard ou une politique liée à la sécurité? Si oui, voulez-vous qu'on la passe en revue? Là, il va vous dire oui ou non. Mais vous n'allez pas faire le passage en revue. Le passage en revue, vous ne le ferez qu'une fois que vous avez terminé votre phase de pré-attaque. C'est à ce niveau-là que vous allez pouvoir le faire. Pourquoi? Parce que là, vous avez toutes les informations que vous vouliez recueillir. Donc, c'est là que vous savez ce qu'il est en train de faire comme métier, il a combien de sites, est-ce que l'entreprise est délocalisée ailleurs, vous connaissez ses adresses IP, vous savez s'il fait du e-commerce, s'il ne fait pas du e-commerce, etc., etc. Donc là, vous pouvez consacrer une personne de votre équipe en lui disant, voilà la politique de sécurité de tel organisme, voilà les informations qu'on a recueillies à propos de cet organisme, essayez de nous évaluer sa politique de sécurité pour nous dire, bien sûr, ça reste une étude théorique, documentaire de la politique en elle-même. On n'est pas en train d'essayer de faire une analyse de conformité. Donc, il n'est pas en train de prendre la politique pour voir est-ce que sur le terrain, ils l'ont appliquée. Non. Il est en train de faire ce qu'on appelle une étude de couverture de la politique, une étude sur document pour voir est-ce que la politique est écrite de manière correcte, est-ce qu'elle respecte les normes, est-ce que les exigences énoncées dans cette politique sont correctes ou ne le sont pas, etc. Une fois la phase de pré-attaque finalisée, on passe à la phase attaque, donc la phase purement technique maintenant. Alors, dans cette phase, elle est composée généralement en 4 sous-phases. Donc, la première phase, c'est ce qu'on appelle pénétrer le périmètre. Deuxième phase, l'acquisition de la cible. Troisième phase, augmenter ses privilèges. Quatrième phase qui est très importante, exécuter, implanter et rétracter. Alors, on va commencer par la première phase. Alors, la première phase qui est pénétrer ou tester le périmètre. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez commencer par contrôler une liste de contrôles d'accès que vous avez qui vous est propre en forgeant des réponses avec des paquets fabriqués. Vous allez ensuite évaluer les erreurs de reporting et de management avec des centres, notamment ICMP. Vous allez évaluer les règles de filtrage protocolaire. Vous allez examiner les réponses des systèmes de sécurité.
Vous allez mesurer le seuil de déni de service en tentant des connexions TCP persistantes ou non. À vrai dire, les phases que vous allez exécuter dépendent de ce qui a été décidé dans votre contrat. S'il vous dit pas de déni de service, vous ne pouvez pas, par exemple, faire la phase 5. Ensuite, vous allez évaluer les capacités des équipements, notamment les IDS, etc. Vous allez essayer d'énumérer les équipements qu'ils possèdent, donc faire un inventaire des périphériques. Une fois que vous avez modélisé les réseaux et les actifs de l'entreprise, vous allez faire vous pouvez faire des contrôles physiques supplémentaires, si vous êtes autorisé à le faire, évidemment. Et là, vous avez fini votre première phase. La deuxième phase qui consiste à acquérir la cible. Donc là, ça veut dire quoi? Vous allez utiliser un ensemble d'actions pour essayer de soumettre la machine cible à un challenge intrusif. Par exemple, le scan de vulnérabilité et l'évaluation de sécurité. Donc là, les méthodes que vous allez utiliser pour l'acquisition de la cible peuvent être, je dis bien peuvent être parce que là, ce n'est pas restrictif, soit vous allez faire des attaques par sondage actif, soit vous allez lancer des scans de vulnérabilité, soit vous allez évaluer les systèmes avec des processus fiables, en essayant d'accéder à des ressources en utilisant des informations soit légitimes obtenues via social engineering, soit des informations illégitimes, donc vous allez tester des exploits sur les systèmes cibles. Une fois que vous avez réussi à compromettre vos systèmes cibles, c'est là que vous allez essayer de faire ce qu'on appelle de l'escalation de privilèges. Donc, d'essayer d'augmenter vos privilèges. Parce que généralement, l'acquisition se fait toujours avec des privilèges faibles. Donc là, vous avez plusieurs approches. Soit vous allez profiter de la mauvaise politique de sécurité parce que n'oubliez pas la politique, vous l'avez étudiée, etc. Ou bien, vous ne l'avez pas eu. Donc là, vous supposez qu'il n'y a pas d'absence de... En cas d'absence de politique, il faut savoir une chose par contre, là j'ouvre une petite parenthèse, le fait que les clients vous disent je n'ai pas de politique de sécurité ne veut pas dire qu'il n'a pas de politique de sécurité. Ça veut dire tout simplement il n'a pas une politique de sécurité formelle, donc il n'a pas une politique rédigée. Mais toutes les mesures que les ingénieurs ont implémentées, qu'il a implémentées, ça représente une politique de sécurité mais non formalisée. Ça reste une politique en l'air en quelque sorte. Ils ont pris des mesures de sécurité qui représentent leur politique de sécurité, mais ça reste une politique embryonnaire. Alors, une fois on disait que vous avez pu récolter vos informations qui vont vous permettre de faire votre escalade de privilèges, vous allez utiliser des techniques telles que par exemple la brute force ou d'autres techniques plus élaborées. Ensuite, vous pouvez utiliser des chevaux de Troie et des analyseurs de protocole, ou bien utiliser les informations recueillies via des techniques de social engineering pour obtenir un accès non autorisé à des ressources ayant des privilèges élevés. Bon, là, on rentre pas trop vous remarquerez qu'on rentre pas trop dans les détails techniques parce que ce n'est pas l'objet du module. Vous êtes censé avoir vu ça l'année passée ou bien dans d'autres modules. Une fois que vous avez fait votre escalade de privilèges, c'est là que vous allez faire ce qu'on appelle l'exécution, l'implantation et la rétractation. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà au niveau du système compromis. Durant cette phase, vous allez essayer de compromettre effectivement le système acquis en exécutant votre code arbitraire. L'objectif de cette intrusion dans le système, c'est tout simplement d'explorer dans quelle mesure leurs mécanismes de sécurité ont échoué. Ça veut dire jusqu'à quel point je peux compromettre ce système et jusqu'à quel point je peux soit le cracher, soit je peux le modifier ou faire autre chose. Donc, vous allez exécuter vos exploits qui sont déjà disponibles ou bien les exploits que vous avez conçus vous-même pour exploiter des vulnérabilités qui ont été identifiées auprès de votre cible. Donc, si on résume les choses, c'est dans cette partie que vous allez tout simplement mettre en évidence les conséquences de votre attaque. Pourquoi on parle de mise en évidence des conséquences de l'attaque? Parce que c'est dans cette phase que vous avez tout simplement exécuté vos différents exploits. Donc, ça peut être voler de l'information, ça peut être modifier l'état du système,
Ça peut être l'acquisition même du système ou autre. Maintenant que vous avez terminé, vous avez fait ce que vous avez à faire, on arrive à la phase de post-attaque. Donc, durant cette phase, il faut savoir que c'est une phase très critique. Pourquoi? Parce que c'est là que vous allez avoir la responsabilité de restaurer le système dans l'état dans lequel il était avant votre attaque. Oui. Pour un pentester, vous êtes dans l'obligation de remettre le système comme il était avant. Et tout ça sans accéder de manière légitime. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez devoir supprimer tous les fichiers que vous avez uploadés dans le système. Pourquoi il faut le supprimer? Parce que si vous allez lui laisser des exploits dans son système, n'importe qui viendra après vous va les utiliser. Vous devez nettoyer toutes les entrées des registres et supprimer les vulnérabilités que vous avez créées vous-même. Je ne parle pas des vulnérabilités qui existent, ce n'est pas votre rôle. Mais des fois, on est amené à créer nous-mêmes d'autres vulnérabilités dans le système pour pouvoir accéder à ce système. Vous devriez supprimer tous les outils et les exploits du système testé. Vous devez restaurer le réseau dans un état de pré-test, c'est-à-dire dans l'état où il était avant, en supprimant tous les partages, toutes les connexions que vous avez créées, et vous devez analyser tous les résultats et les présenter à votre client. Ça veut dire en d'autres termes, vous devez remettre les choses comme elles étaient avant. Donc c'est pour ça qu'on vous dit quand vous faites un pentest, il ne faut pas casser. Parce que si vous cassez, vous ne pouvez pas recoller. Maintenant, il est vrai qu'il peut y avoir quelques petites exceptions durant lesquelles peut-être vous allez crasher le système. Donc tout ça doit être déjà prévu dans votre contrat. Donc dans le cas où vous allez crasher le système, il faudra que dans le contrat, il est écrit que vous avez la possibilité de crasher le système et dans quel cas si vous crashez le système, vous ne payez pas des dommages et intérêts. Et si le système va crasher, quel est le temps de reprise nécessaire? S'il y a un temps de reprise, vous devez contacter qui pour pouvoir faire la reprise du système, etc. Oui, Bousmaïn. Monsieur, pour appliquer le pentest, vous avez Pour? dit dans les... Pour appliquer le pentest, Oui. attendez. Vous nous avez dit que le pentester peut, genre, pour les entreprises, vous avez dit toute entreprise qui se respecte va disposer d'un environnement virtuel. Même dans un environnement virtuel, on doit rétablir supprimer Oui. les traces du pentest. Quel que soit l'environnement, oui. Mais monsieur, un environnement virtuel, genre ça peut pas poser problème, genre si je pense. Allô? Oui, je vous écoute. Un environnement virtuel, monsieur, si on fait toutes les phases de pentest sur application et tout, euh, de, de ne de ne pas, de ne pas rétablir l'état de l'environnement, genre ça expose à des dangers, Alors, je vous pose la ça risque. question. Je vous pose la question suivante. Comment est-ce que vous voyez l'environnement virtuel dont on est en train de parler? Comment vous l'imaginez? Ben, c'est une copie du système. Ouais, mais pour que pour qu'on fait le pentest, ça ne fait pas Ma de question, dégâts réels. ma question est la suivante. Cet environnement virtuel, il a quelle taille? Il contient combien de serveurs selon vous? Même que celui du système. Ça. Donc, il faudra imaginer un système qui est composé d'une quinzaine de serveurs minimum, dans lequel il va y avoir toute une batterie de logiciels installés. Alors, généralement, un système pareil, ça demande entre 300 à 350 heures de travail pour le mettre en place. Et c'est un système virtuel qui évolue au même rythme et à la même cadence que le système réel de l'entreprise. Vous pensez que si vous n'allez pas le restaurer dans l'état où il était, ils vont le recréer à nouveau. Donc, ça va leur demander 300 heures de travail. La restauration d'un tel système va leur coûter peut-être plus cher que le pentest lui-même.
Il ne faut pas imaginer un système dans lequel, par exemple, qui m'avait un VMware dans lequel vous travaillez, vous, mais il suffit de revenir vers la version précédente. Essayez d'imaginer un système qui est composé d'un ensemble, qui est tout un environnement virtualisé, où la restauration d'un tel système dans un état, par exemple, T-, X, va demander au moins 2 jours de travail. Le client, c'est pas à lui d'assumer les résultats de vos tests à vous. C'est à vous de les assumer. D'accord. Même sur un plan judiciaire, monsieur, si on remet pas l'état du système virtuel genre par défaut, on sera soumis à des... Tout dépendra de ce qui est écrit dans le contrat. يقدر يقول لك في الكونترا tu remets pas, je te paye pas. Tout simplement, خدمت باطل. Ou bien tout simplement, il peut t'exposer à des pénalités. À vrai dire, tout ça, c'est des détails contractuels. Quand on parle de détails contractuels, ça veut dire quoi? Ça veut dire, il faut savoir qu'en matière de droit, et ça c'est sur toute la planète, on vous dit un contrat, c'est en quelque sorte la religion des contractants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que c'est dans le contrat qu'on va définir toute relation entre les deux parties. Si vous décidez dans un contrat, avec votre accord à tous les deux, que si vous n'allez pas restaurer, vous allez payer, vous, au client, le double du prix de l'audit, vous êtes dans l'obligation de l'appliquer. Si vous décidez dans le contrat que si vous ne restaurez pas, vous devez, il un dinar le prix, eh ben c'est ce qui sera appliqué. Le juge, en matière contractuelle, le juge ne se casse pas gars la tête. تعطيله un contrat, واش يدير يرفض الكونترا يشوف واش مكتوب في الكونترا, il va étudier le contrat, يقول لك le contrat prévoit telle sanction pour telle chose. La seule limitation d'un contrat, c'est quoi? C'est quand le contrat est contraire aux lois. Ça veut dire quoi? Imaginons que dans le contrat مكتوب, si Ben Smaïn ne restaure pas le système en l'état, Ben Smaïn deviendra esclave de l'entreprise et elle le possédera pour une durée de 30 ans. Là, le juge dit, désolé, il y a une loi en Algérie qui interdit l'esclavage. Donc, cette clause du contrat n'est pas valable. Vous ne pouvez pas l'appliquer. Mais en dehors de ça, toutes les clauses du contrat sont applicables. Je dis bien, sauf les clauses qui sont contraires à la loi. Maintenant, supposons que le contrat contient un manque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'avez pas restauré le système et que le contrat ne prévoyait rien par rapport à ça. Dans ce cas-là, l'entreprise, si elle vous attaque en justice, elle va vous attaquer par rapport au code pénal. Ça veut dire quoi? Pour dommages et intérêts. Et dans ce cas de figure, ça va devenir un peu plus complexe parce que ce sera au juge d'estimer le montant des dégâts. Ce sera au juge d'essayer de désigner un expert qui va dire, voilà, telle erreur. Il va falloir d'abord prouver que c'est une erreur. Une fois que ça a été prouvé que c'est une erreur, estimer les dommages matériels, estimer les dommages moraux, si dommage moral il y a. Mais seulement il faut savoir que l'estimation du dommage physique, elle est facile. L'estimation du dommage moral, elle est subjective. Et donc, il va y avoir désignation d'experts pour estimer ces dommages. Une fois qu'il y a eu la désignation d'experts, ce sera au juge de trancher, de dire, oui, effectivement, il y a eu une erreur de la part du prestataire. Cette erreur a conduit vers un dommage physique évalué à temps, a conduit vers un dommage moral pour lequel le plaignant exige telle réparation, mais on considère peut-être, ce sera aux juges et aux experts de considérer que le montant de la réparation, soit il est trop élevé, soit trop bas. Bon, trop bas, non, ils ne peuvent pas le faire. Soit trop élevé. Il va faire la somme des deux et il va vous condamner à faire telle ou telle chose. Voilà réellement comment ça va se passer sur le terrain. Mais croyez-moi, les entreprises, quand elles font des contrats, c'est des contrats généralement qui sont blindés, qui protègent pleinement l'entreprise. Et oui, même si vous êtes dans un environnement virtuel, vous êtes dans l'obligation d'appliquer l'ensemble des étapes. Sauf dans un cas où on vous remet un environnement, on vous dit c'est une copie de l'environnement des BH Habit. Et là, s'il est écrit noir sur blanc dans le contrat que tu ne dois pas restaurer parce que c'est un environnement jetable, là oui, tu peux ne pas restaurer. De rien.
Alors, non, c'est bon. Alors, il faut savoir que la finalité du pentesting, tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, vous l'avez fait pour vous-même. Donc là, il s'agira de remettre des choses au client. Donc le client a besoin de livrables. Les livrables, ça va être quoi? Ça va être d'abord un rapport de pentest qui doit porter sur tous les incidents qui sont survenus durant le processus de test, ainsi que sur l'éventail des activités menées par l'équipe de test. Donc vous devez détailler toutes les activités. Vous allez détailler le domaine qui a été couvert par le pentest, notamment les observations, les activités entreprises que vous avez entrepris et les incidents que vous avez signalés. Et l'équipe de test doit aussi faire des recommandations et des actions correctives en vous basant sur les règles d'engagement. Bon, ne vous inquiétez pas pour le pentest, pour le rapport, ce sera un cours destiné uniquement à la rédaction du rapport. Dites-moi, est-ce que vous avez des questions à poser ou non? Si vous avez des questions, vous les posez. Si vous n'avez pas de questions, tant mieux.